Si le phénomène des marées est commun à toutes les grandes masses d'eau de la planète, flux et reflux se suivent mais ne se ressemblent pas d'un lieu à un autre. L'estran, cette partie de terre que la mer couvre et recouvre 2 fois par jour, est un monde tour à tour d'eau, de sable et de roc. Ici, au nord de la Bretagne, du côté de Saint-Jacques-de-la-Mer, les variations du niveau des eaux font partie des plus importantes en Europe. La différence de hauteur d'eau entre la basse et la haute mer peut atteindre plus de 10 mètres. Le phénomène est particulièrement visible pour les îles de petite taille. Ici, en face de la presqu'île de Saint-Jacques-de-la-Mer, l'île des Ibiens voit sa surface se multiplier et se rattacher au continent, tant le phénomène des grandes marées est considérable. À marée basse, les hommes retrouvent le goût de la quête sur les quelques centaines de mètres que la mer consent à leur céder. Ces pêcheurs à pied viennent sur l'estran récolter des coques, des palourdes, des crevettes, des huîtres, plus rarement des ormeaux et des homards. La Grèce, c'est le territoire, c'est le terroir des gens de la commune littorale. C'est le terroir des gens du pays. Pour eux, c'est un lieu où ils vont pêcher régulièrement. C'est l'endroit où on va s'approprier économiquement et symboliquement des parcelles de la Grève, que ce soit son champ de Goémon. Le champ de Goémon qui était lié à telle famille cultivateur. Chacun avait son caillou. La pêche à pied, c'est une économie de subsistance. Si on va naviguer 6 mois à la grande pêche, les 6 autres mois, on va aller travailler au champ où on va aussi pratiquer la pêche à pied. C'est quand même une économie d'appoint, mais c'est aussi une économie de hasard. Cependant, c'est une activité qui a permis à une population littorale, je dirais, de vivre, je dirais, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Hier, sur ces terres où naissent rivières et vasières, plages intérieures et vallées, les femmes de Saint-Jacques-de-la-Mer venaient pêcher, suivant la saison, les coques, les couteaux, les petits crabes, le frais de crevettes. Au milieu de ces paysages lunaires, où abondent les roches et les larges grèves, ces femmes, désignées sous le nom de chevrinouères, formaient une communauté à part. Elles étaient chargées d'approvisionner en appât la flottille des bateaux de maquereaux, pendant que les hommes étaient sur les mers. Elles formaient une équipe, un binôme rattaché à un bateau. Elles étaient en quelque sorte amatelotées, comme l'étaient les matelots jadis. Ces doublettes se formaient généralement par affinité, mais aussi par nécessité. Ainsi, les petites préféraient s'allier avec les grandes. Cela leur était bien utile quand il s'agissait de passer les gués à marée montante. Aucune chevrinouère ne savait nager. Traverser les gués au nez du flot
était un exercice délicat. Quand elles étaient assez nombreuses, elles se prenaient la main et franchissaient ensemble les gués en file indienne pour résister au courant. À marée basse, de nombreux bras de mer divisent l'estran qui forment des gués plus ou moins importants et qui ont la fâcheuse habitude de changer de place. Les chevrinouères craignaient ces rivières profondes quand elles arpentaient l'estran de nuit ou par temps de brume. Sur la Grève, on raconte la triste histoire de ces deux pêcheuses à pied, surprises sur leur banc de sable, qui se laissèrent encercler par la mer. Se voyant perdues, elles attendirent la mort, résignées, assises sur leur sac de coke. Pour progresser dans l'eau, elles roulaient leurs jupes en bourrelet autour de la taille. Elles retroussaient alors généreusement leurs jupons pour patauger plus allègrement dans les gués. Une vieille veste d'homme complétait la tenue de travail. Les hommes, quand ils n'étaient pas en mer, arrivaient en fin d'après-midi sur les rochers devant la Grève. À la progression des femmes, ils estimaient la valeur de la pêche. Certains jours, quand le courage était là, ils descendaient et prenaient les sacs en charge pour les porter chez le marailleur. Sur le produit de la vente, ils prélevaient leurs sous, puis s'en allaient se désaltérer chez Nanon, chez Mérance ou chez la concurrence, comme l'écrit Michel Déduat, l'ancien syndic des gens de mer de la région. Dans les années 30, on recensait plus d'une trentaine de pêcheuses à pied professionnelles. Elles disparurent dans les années 50. La Grève n'est plus le territoire de ces femmes. Elles ont disparu quand un autre monde est apparu, celui des loisirs. Si le décor reste immuable, les scènes évoluent sur l'estran. Gens des rives et vacanciers viennent désormais en famille se distraire. Il faut d'abord dire que la minard, c'est ce qu'on appelle la pieuvre dans le... Autrement dit, un octopode qui a 8 bras. Ils sont logés dans des... qu'on appelle dans des caves, dans des trous très profonds, avec un petit peu d'eau ou sans eau, même quelquefois, mais enfin pas loin de l'eau. Ce sont des animaux qui sont très propres. Ils rejettent de leur cave tous les débris solides de ce qu'ils ont mangé. Et on les trouve en remarquant effectivement à la porte d'un trou des coquilles de crabes, des coquilles de coques, des coquilles de toutes sortes de petits animaux, mais enfin dont il reste la coquille. Et on entre le crochet doucement dans la cave et à un moment on sent que le crochet vous échappe parce que c'est la bête qui vous a pris, qui a une des tentacules qui sont arrivées sur le crochet pour s'en débarrasser. On fait avec un deuxième crochet, on essaye de suivre un petit peu la voie du premier crochet, mais en débordant un peu. Et dès qu'on sent qu'on est à la bonne unité, à ce moment-là, un coup sec sur le crochet pour essayer de la prendre. Alors à ce moment-là, la bête se sauve et c'est celui qui sera le plus fort. Il faut lutter avec la bête qui a en même temps une chance d'en réchapper si elle lâche tout et puis qu'elle disparaît. M'est arrivé souvent, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, de ne plus sentir rien du tout au bout de mes crochets. La bête avait pris une déviation à droite ou à gauche et je ne la trouvais plus. Quand on l'a sortie du trou, il faut la prendre à pleine main, si je dois aussi m'exprimer. On a un petit peu des tentacules plein les bras pour retourner la poche.
Moi, quand on allait chercher les minards, on en ramenait facilement 10 dans un après-midi. Soleil, lune et terre, voilà les responsables de la marée. Sans Newton et sa loi sur la gravitation universelle, saurions-nous aujourd'hui que flux et reflux ne sont pas dus à quelques monstres marins, mais au phénomène de l'attraction? Dès que deux corps célestes passent à proximité l'un de l'autre, c'est fatal, ils s'attirent. La nature des marées dépend en fait de la position de la Lune et du Soleil par rapport à la Terre. Lorsque la Lune et le Soleil forment un angle droit avec notre planète, leurs forces se contrent et les marées sont faibles. Lorsqu'ils sont alignés, soit en opposition, chacun d'un côté de la Terre, soit en conjonction, du même côté, les forces s'additionnent et génèrent des grandes marées. Nouvelle et pleine lune provoquent des marées de vives eaux. Premier et dernier quartier de lune, des marées de mortes eaux. Les grandes marées, ou marées basses de vives eaux, marquent alors des moments à part pour les adeptes de la pêche à pied. Les pêcheurs à pied ne manqueraient pour rien au monde ces instants précieux. Les grandes marées sont les seuls moments où l'on peut atteindre des zones habituellement recouvertes par les eaux. Le flot se retire sur plusieurs kilomètres et dégage d'immenses grèves. Entre sable et roches, les amateurs ramassent alors, au gré de la chance, des crevettes, des palourdes, des étrilles, des bigorneaux, des ormeaux. À Saint-Jacques, c'est assez particulier parce qu'on est entre Saint-Quart et Saint-Briac. Et ici, c'est extrêmement plat. Donc, dès qu'il y a 1 mètre d'écart, ça s'en va sur des mètres et des mètres, quoi. Mais par exemple, à Saint-Malo, il n'y a pas la grève comme ici, parce qu'il y a justement des fonds très très rapides. Donc la marée, elle monte, elle descend, mais ça découvre très très peu. Alors qu'ici, c'est vrai, c'est très très plat. Mettons-nous donc dans un cas de marée normale. Effectivement, si vous avez des très hautes pressions, où il fait très très chaud, il fait très beau, et un vent de terre, ça va écraser la mer, donc elle va descendre plus loin. Avec le même coefficient, si vous avez de très basses pressions et un vent de mer, le même coefficient va faire qu'on va avoir un écart de 50 cm sur le marnage, ce qui est énorme ici, 50 cm, c'est gigantesque. Ça représente plusieurs mètres qui ne seront pas découverts, ou qui seront découverts ou qui ne seront pas découverts. C'est lié, hein, le con. Ouais. Il est lié, mais... Non, il n'y a rien. Je crois que... Il va venir, regarde. Contrairement au crabe ou au crabe vert ou aux étrilles, dès qu'il est revenu, il ne bouge pas. Il ne bouge plus. C'est-à-dire qu'il prend ses pinces comme ça et il se bloque. Donc il faut... et il ne bouge plus. Il faut se débrouiller pour aller le chercher. Alors on suit un petit peu quelquefois des petites estafilades, des petits machins, quoi. Et puis, alors que les étrilles et les crabes, ils bougent. Ils essaient de partir. Celui-là, non, pas du tout. Il est dans son trou et hop, il gonfle les pectoraux, il joue à Tarzan, quoi. Voilà. C'est joli, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas tous les jours non plus des comme ça, hein. C'est relativement rare quand même.
Une poire. Ici, on trouvera des poires plus facilement. Et sur le sable, un peu plus haut, des coques dans le sable. Donc plus la marée descend, plus on a de chance de trouver, oui. Oui, on peut trouver des coquilles Saint-Jacques aussi. Dans l'eau, quelquefois, j'en ai trouvé. Quand il y a une tempête, ça les arrache un peu, ça les ramène un peu sur le bord. Ça sont dans des fonds assez profonds, alors il faut que ça soit ramené avec la tempête. Bon, il y a des poires, il y a des belles poires. Ça c'est une amande de mer. Ça c'est une poire. Des coques. Voilà, la pêche du poire. Oh, c'est pas... On touche pas tout, hein. Les habitués relèvent leur coin, comme le braconnier fait le tour de ses collets. Les bigorneaux, les moules et les berniques tombent dans les paniers. Ces coquillages sont faciles à ramasser, surtout ceux qui logent tout en haut de l'estran, accrochés aux rochers ou sous les laminaires. On cherche tout ce qui se mange. Ben, tu sais, Jean Lambalet disait que tout ce qu'il y avait dans la mer se mangeait. Sous les algues et les cailloux, on cherche les bigorneaux. Le coin est connu des habitants des rives. C'est ça les ormeaux. Et ça se trouve où exactement? Ils sont collés sous les pierres ou dans les fentes, dans les rochers comme ça. On soulève les pierres ou on regarde dans les fentes. Et c'est comme ça une ventouse. Il faut les décrocher avec un couteau ou un crochet. À la main on n'arrive pas généralement. Déjà on les voit pas trop, comme ils ont vraiment la couleur du rocher. Et la taille réglementaire c'est 8 cm donc là ça va, c'est la taille. Et c'est sur des gros rochers ou c'est sur des petits... Non, ça peut être aussi bien sous un petit rocher comme ça ou sous vraiment un gros bloc ou une fente comme là en dessous, là c'est pas mal aussi. 4, c'est une bonne pêche? Non, c'est moyen. Avant il y en avait plein, on pouvait en prendre au moins une vingtaine et maintenant il n'y en a plus. Il n'y en a quasiment plus. Enfin 4 ça va, pour l'époque c'est pas mal. Et ils se trouvent que dans cette région-là en fait? Ils sont dans une zone spécifique? Ouais, le plus au large possible en fait, dans les cailloux. Parce que là, avant on en trouvait un peu au bord, mais il n'y en a quasiment plus non plus. Ça, des étris, il y en a encore beaucoup. Vous l'avez trouvé où? Sous les pierres, comme ça, là, on en trouve. Ouais. Des poissons, les enfants. C'est lui qui vous a arraché la main? Non, c'est les cailloux, ça. Et vous avez vos coins? Ouais, chacun ses petits coins, ses petites pierres, et on fait tout le tour pour retrouver les bonnes pierres et les bons trous. Généralement, on les trouve toujours sur les mêmes pierres. Ouais. Mais lui, il est super beau, il est vachement... Non? Ouais, si, c'est déjà un beau mort. Sous d'habitude, c'est des petits, il y a beaucoup de petits. Les gros, on en voit quasiment plus. Ouais. À bord d'un hélicoptère, les hommes de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'IFREMER, survolent à basse altitude les côtes de Bretagne. Raison de leur présence dans les airs, ils comptabilisent le nombre de pêcheurs à pied afin de pouvoir évaluer leur impact et la pression ainsi exercée sur le milieu.
Alors c'est très difficile d'avoir une idée précise en fait de la fréquentation parce que beaucoup de choses vont intervenir. Le principal c'est évidemment le coefficient de marée. On sait qu'à partir d'un coefficient de 100, il y aura de toute façon du monde sur la grève. Mais un autre élément déterminant c'est quand même la météo. Donc en général on sait que les gens vont venir le jour du plus fort coefficient et probablement la veille ou le lendemain suivant comment aura été la météo. Mais l'essentiel des gens, on va dire 80% de l'effectif, va se concentrer sur 2 jours ou maximum 3 jours. À l'époque où les premières réglementations ont été faites, on pensait que la ressource était inépuisable, donc il n'y avait pas de raison de se limiter. En plus, à cette époque-là, il n'y avait pas de congélateur, donc aucune raison pour que les gens pêchent plus que ce qu'ils auraient mangé dans leur journée, ou c'est les 2 jours qui suivaient. Un autre problème, c'est la commercialisation. Donc la pêche de loisirs ne doit pas être vendue. Mais bon, sur certaines activités, vu les quantités pêchées, on peut avoir effectivement un doute. Mais là encore, ce ne sont pas des comportements très nombreux. Parfois, on trouve des gens qui pratiquent la pêche à la pioche ou à la baramine, donc ce sont vraiment des techniques très dures. Et ensuite, donc l'habitat est lui complètement détruit. Mais ce sont quand même des techniques que l'on ne voit pas partout, heureusement. Mais c'est ce genre d'excès qu'il faut essayer de combattre en informant les gens que bon, il faut respecter le milieu. Il n'y a pas de disparition d'espèces. Simplement, parfois, lorsque l'effort de pêche est trop intense sur une zone précise parce qu'elle a une réputation de zone productive, on peut avoir une grosse diminution du stock et pendant quelques années, ce qu'on pêchait avant n'existe plus, n'est plus rentable même du point de vue loisir. Mais il n'y a pas de disparition d'espèces pour l'instant. Cette pêche, elle est normale d'une pêche de grande marée, c'est-à-dire que quand je vais chercher des crustacés en grande marée, c'est essentiellement tourteaux et étrilles, hein, donc des crustacés qu'on ne trouve pas à marée normale. Les plus grosses étrilles, je les mangerai comme ça, et les petites, j'en ferai une soupe. Quand tu dis comme ça, c'est-à-dire? Juste au courbouillon, hein, avec une mayonnaise comme un crabe normal. Mais ça, c'est délicieux, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vend en boîte ou n'importe quoi. Et les plus petites, bon, cette taille, oui, à la limite cette taille-là, en soupe. Alors en soupe, c'est coupé en 2, vivant, revenu à l'huile d'olive. On rajoute des oignons, des tomates, sel, poivre. On fait bien revenir tout ça, on rajoute de la flotte par-dessus. On épaissit un petit peu avec 2-3 pommes de terre. Et on passe tout à la moulette.